Invité Alexandre Négrus, bonjour. Bonjour. C'est avec nous sur France Info. Vous êtes président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée et co-auteur de Géopolitique du 21e siècle aux éditions Ellipse, et toujours avec nous, Anthony Bélanger, notre spécialiste des questions internationales. D'abord, est-ce que vous pensez que ce déploiement français, de forces françaises et européennes, d'abord pour le symbole et le message envoyé, on ne va pas se laisser faire, en quelque sorte, est-ce que vous pensez que c'est susceptible de faire reculer Donald Trump? En tout cas, il fixe un seuil politico-stratégique. Alors, premièrement, cette mission, il faut la recontextualiser, c'est-à-dire qu'elle est prévue de longue date. Elle intervient dans un contexte d'exercices qui ont été menés et réalisés pendant plusieurs mois, notamment le dernier en septembre 2025, où là, c'était un exercice otanien, ce qu'on appelle un SNAPEX, c'est-à-dire un déploiement de l'OTAN, voilà, tout à fait, un déploiement dans des conditions réelles avec un préavis très court. Là, cet exercice-là, c'était initialement un exercice danois et qui n'entre pas dans un cadre otanien. Et du fait du contexte, il a été réorienté en études de théâtre d'opération, avec la possibilité de l'étendre pour répondre et fixer ce fameux seuil politico-stratégique face à Donald Trump. Alors écoutez, je lis les chiffres quand même. 15 soldats français, 13 soldats allemands, pas de quoi faire trembler la puissance américaine. L'objectif n'est pas de faire trembler la puissance américaine, parce que de toute façon, Donald Trump a une capacité de créer un état de sidération autour de lui partout où il intervient. Ce n'est absolument pas l'objectif des Européens. Par le seuil politico-stratégique que j'évoque, c'est le symbole. C'est-à-dire que le fait d'avoir des troupes militaires au Groenland n'est pas le sujet principal, dans la mesure où il suffirait d'avoir 2000 hommes pour les Américains pour prendre le contrôle du Groenland. C'est-à-dire que du nord au sud, 2000 troupes américaines suffiraient pour s'emparer militairement du Groenland. Donc les Européens ne cherchent pas à fixer un affrontement militaire avec les États-Unis, mais c'est de créer le symbole, et notamment d'un point de vue de la politique intérieure américaine, où Donald Trump a aussi des objectifs. C'est-à-dire que une large partie de son action en termes de politique étrangère est aussi orientée vers l'intérieur. Puisque vous parlez de l'intérieur, nous, quand on s'intéresse par exemple à l'opinion américaine, on voit bien qu'une large majorité des Américains, pratiquement les 3/4, je crois, sont pas tout à fait d'accord avec Donald Trump sur cette volonté de s'emparer du Groenland, par exemple. Absolument, d'où l'objectif des Européens de créer cette présence, de l'accentuer, de la signifier, de se signaler stratégiquement dans la grammaire stratégique et géopolitique. Mais c'est une opération, encore une fois, qui était prévue et qui, du fait du contexte actuel, prend un sens nouveau et qui devient un laboratoire beaucoup plus large et beaucoup plus important que ce qui était prévu initialement. Au-delà des sondages, on a vu aussi qu'il y a une résistance tout simplement du personnel politique américain. Il y a une résolution qui est passée, enfin qui n'est pas passée à une voix près récemment, au Sénat, qui visait notamment à contraindre Donald Trump à ne plus frapper le Venezuela, en prenant cet exemple, sans passer par le Congrès. Effectivement, quand on regarde la Constitution américaine, c'est le Congrès qui déclare la paix et la guerre, et par ailleurs le Congrès qui est de plus en plus nerveux, en tout cas le Sénat, mais aussi la Chambre des représentants, face aux volontés hégémoniques de Donald Trump, y compris face à sa volonté d'envahir un territoire qui appartient, ou qui en tout cas dépend d'un de ses alliés les plus anciens. Absolument, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du changement de régime imposé par les Américains à l'extérieur. Encore faut-il parler du changement de régime au sein des États-Unis. Et c'est ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire avec la mise au pas d'un maximum de contre-pouvoirs progressives et de plus en plus importantes. Et on est aujourd'hui avec des États-Unis d'Amérique qui ont opéré un pivot vers l'intérieur qui intervient dans la continuité du logiciel Trump, où l'acte fondateur, en fait, ça a été le 6 janvier 2021, avec la prise du Capitole. Et depuis lors, le logiciel trumpien n'a cessé de se radicaliser. Et on le voit aujourd'hui, dans le cadre de ce pivot vers l'intérieur, de cette maîtrise de l'intérieur et de son logiciel, Trump a besoin de mener des actions spectaculaires à l'extérieur pour rassurer sa base et montrer la toute-puissance américaine.
Alors, on va écouter Emmanuel Macron, le chef de l'État, lors de ses vœux aux armées hier, qui a été plus loin, comme sans doute il n'a jamais été, dans la qualification des États-Unis. Écoutez-le, on en parle juste après. Et regardons le monde dans lequel nous sommes plongés. Retour des puissances de déstabilisation, la Russie sur le sol européen, déstabilisation par plusieurs puissances régionales. Je pourrais ici convoquer l'Iran et beaucoup d'autres. Et puis, un discours qui parfois sème le doute, y compris chez les alliés par certains, mais en tout cas, un nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns. Ce nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns, Emmanuel Macron qui cite, sans citer clairement, mais on voit de qui il parle, hein, suivez mon regard, ce sont les États-Unis, clairement. Il y a une dimension idéologique, là, il y a un basculement à l'image du Kremlin qui considère, par exemple, que l'Ukraine, c'est la Russie. Bien sûr, en fait, c'est effectivement le retour des sphères d'influence et la logique de recolonisation. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes reprochent aux Européens d'avoir lâché leur propre colonie en Afrique. C'est-à-dire, c'est ce qui est dit aujourd'hui dans la classe politique américaine du côté des républicains et des sphères les plus radicalisées, notamment du côté de J.D. Vance. Et donc c'est vrai qu'il y a ce pivot vers l'intérieur, cet aventurisme hémisphérique qui a été décrit une bonne fois pour toutes à l'occasion de la revue de sécurité nationale publiée en fin d'année dernière aux États-Unis et qui aujourd'hui est matérialisée par les faits, par les actes de l'administration Trump. Alors, une chose est d'abattre un dictateur, je l'ai qualifié tropical, détesté par tous, et de le ramener ensuite aux États-Unis pour être... Mais une autre chose est de s'attaquer à un allié depuis 60 ans des États-Unis, 70 ans même, 80 ans des États-Unis, un des alliés fidèles des États-Unis, un de ceux qui a le plus participé aux guerres américaines à l'étranger, alors que c'était au des moments difficiles, en Irak, en Afghanistan. On voit bien que ça pose des problèmes en interne. Qu'est-ce qu'à votre avis veut vraiment Donald Trump ? La logique transactionnelle en permanence, c'est-à-dire que il faut pas aussi ignorer la dimension idéologique de toute son action, c'est-à-dire que il a réfléchi en termes de prise de territoire géographiquement. Il cherche à cocher des cases géographiques pour agrandir les États-Unis d'Amérique. Il l'avait évoqué dans son discours d'investiture le 20 janvier 2025, donc il y a un an. Qui souhaitait que l'Amérique s'agrandisse. Hein. Absolument. Ça n'avait pas beaucoup marqué les esprits, il me semble, à l'époque, mais en tout cas, il l'avait dit. Et toutes les déclarations de Donald Trump doivent être prises au sérieux. C'est-à-dire que souvent, ça peut être reçu comme étant de la provocation, comme de l'extrapolation. En réalité, tout doit être pris au sérieux. Et au-delà des cases géographiques qu'il cherche à cocher, il y a la dimension du deal qui est permanente. Et il se croit propriétaire des États-Unis d'Amérique et il pense les États-Unis d'Amérique comme une entreprise immobilière. En fait, il se comporte comme un promoteur immobilier. Exactement, qu'il faudrait en permanence bâtir, construire. Et donc, ces velléités au Groenland, elles ne sont pas militaires dans la mesure où les États-Unis d'Amérique ont déjà une latitude extrêmement importante pour renforcer leur présence au Groenland. Et donc ces velléités, en fait, elles concernent les ressources stratégiques, la réorganisation des chaînes de valeur mondiales, et notamment dans cet affrontement présenté comme inéluctable avec la Chine, pour créer ce découplage et ce dérisquage par rapport aux chaînes d'approvisionnement et aux métaux critiques pour cette compétition économique avec la Chine. On en discute là tout à fait raisonnablement, mais enfin vous imaginez la catastrophe que ce serait pour les États-Unis aussi. C'est la fin de l'OTAN, comme le disait d'ailleurs la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Tout à fait. Alors il y a deux scénarios probables. C'est effectivement la fin de l'OTAN actuelle, dans sa dimension actuelle, mais on en prend la direction déjà depuis plusieurs mois avec le dossier ukrainien et les États-Unis d'Amérique qui lâchent l'Ukraine progressivement. Et donc cela mettrait les Européens face à leurs propres responsabilités définitivement pour créer un pilier européen de l'OTAN, mais avec d'énormes difficultés à plusieurs niveaux et notamment au prix de difficultés économiques énormes. Et l'autre scénario, c'est une sorte de nouveau pacte de Budapest
où chaque Européen irait chercher des garanties de sécurité bilatérales auprès des Américains. Parce que malheureusement, ça reste quand même une tendance lourde auprès de certains dirigeants européens. Il y aurait une troisième voie, qui serait un équilibre entre les deux, où certains Européens joueraient la carte des garanties bilatérales, tout en construisant au long cours une autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis, mais c'est un scénario extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Merci. Merci infiniment, Alexandre Négoce, d'avoir été avec nous.